Alors, est-ce que nous sommes en live? Hop. Yes, salut à tous. Bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde est en live. Il y a parfois quelques secondes de décalage. Donc, on va commencer par s'introduire rapidement. Est-ce que vous pouvez mettre sur le chat si vous nous entendez bien, si la vidéo est bien, s'il n'y a pas de décalage, si vous voulez pas, il peut y avoir quelques soucis. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot. Bonjour François, bonjour Camille. Est-ce que c'est Salut à OK? tous. Est-ce que c'est OK pour vous? Tout fonctionne. Bon, ça a l'air bien. Bonjour, Kegusto. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc, rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil Livestorm, donc qui est l'outil de webinar, vous avez donc un chat sur lequel vous pouvez donc écrire vos commentaires directement sur la droite. Vous avez un onglet questions juste à côté du chat où vous pouvez du coup mettre vos questions. La différence entre l'onglet chat et l'onglet questions, c'est que vos questions ne se perdront pas dans le chat s'il y a beaucoup de messages. Et vous avez ensuite un onglet sondage qu'on n'utilisera pas forcément sur ce webinaire. Donc, pour commencer rapidement, en attendant que les gens se connectent, je vais me présenter et après je vais te laisser te présenter Ludwig. Donc moi, je suis Douglas Pinto, je suis le fondateur de Social Kitchen, société qu'on a créée il y a un peu plus de 6 mois maintenant sur Paris. Donc on travaille avec des restaurants. Je vais vous expliquer dans le détail ce qu'on fait et pour vous donner un petit peu de contexte. Donc aujourd'hui, on est sur un événement d'une série qui s'appelle bonjour Fanelli, bonjour Ziné. Salut à tous. Donc une série d'événements qui s'appelle les États généraux de la restauration, qui est une initiative qu'on a lancée le 15 juin et qui va durer jusqu'au 31 juillet, où quasiment tous les jours vous avez donc un événement qui va durer entre 30 et 45 minutes sur une problématique particulière. Aujourd'hui, la problématique c'est la fidélisation, et donc pour ça, on a fait appel à des experts de la fidélisation, Ludwig et la société Pongo. Je te laisse te présenter. Yes, salut Douglas, merci pour l'invite. C'est cool. En fait, Pongo, ça existe depuis un peu plus de 2 ans. Et en gros, on a créé une solution en fait qui automatise des outils marketing à destination des restaurateurs ou des commerçants. Et donc l'idée, c'est de partir du programme de fidélité qui était un peu poussiéreux, on va dire, et après de dérouler un peu la pelote pour voir si il n'y avait pas d'autres sujets qu'on pouvait en fait automatiser pour en faire gagner du temps et de l'argent aux commerçants, grosso modo. Si on met un petit peu de contexte sur ça, vous êtes lancé à un moment où la fidélisation pour les restos, c'était concrètement une carte où on mettait des tampons dessus pour simplifier le constat de départ. On est Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, en gros, il y avait deux choix à l'époque. C'était soit tu avais une carte à tampon, ce qui est déjà, ouais. c'est déjà très bien parce que ça veut dire que les gens voulaient fidéliser. Le problème de la carte à tampon, c'est que globalement, on a assez peu de données sur ce qui se passe dans le restaurant. Donc, pour piloter le commerce, c'était compliqué. Ou alors, tu avais des solutions type créer une application, etc. L'idée, c'est que de dire potentiellement avoir une application qui coûte très cher. Si t'es pas Uber ou Amazon ou Instagram, c'est compliqué de survivre dans le store et que tout le monde ait l'application de tous les restaurants. Ouais. Et donc, on a essayé en fait de créer une solution totalement sans friction, que ce soit côté consommateur ou côté restaurant. Du coup, pour la partie application, c'était plus pour des grands groupes, j'imagine, Ouais. qui vont justement créer, je sais pas, on peut donner des noms de marques comme Hippopotamus qui va créer une application Hippopotamus où à chaque fois on pourra se rendre sur l'app et gagner des points. Ça, c'était la première option pour les grands groupes et du coup pour les indépendants. Une application, c'est quand même coûteux. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de restaurateurs qui soient prêts à dépenser 20, 30, 40 000 euros pour faire de la fidélisation. Donc vous mettez justement entre les deux, c'est bien ça? Exactement. Et en fait, quand tu es McDonald's et que tu sors une application, tu sais que tu vas pas la développer, même si elle te coûte un peu d'argent. Tu as une notoriété tellement forte que derrière, tu sais qu'il y a un retour. En fait, si chaque commerçant de quartier ou restaurant sortait une application, sans la notoriété derrière et sans le déploiement, parce qu'en fait, au-delà de l'application, McDonald's, ils ont une équipe de 25 personnes derrière qui vont tout faire pour que l'appli soit téléchargée par tout le monde et avec un budget conséquent, en plus du budget développement. Et donc, se dire finalement, tout le monde n'a pas ces moyens-là, mais comment on peut en fait lutter à armes égales contre les McDo et les hippopotamus en n'ayant pas forcément à avoir les mêmes coûts qu'eux sur la partie marketing. Et en gros, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est démocratiser des outils marketing pour que les indépendants ou les réseaux de franchise aient les mêmes outils, les mêmes armes que les très grands groupes dans la restauration. Ok, trop cool. On va rentrer dans le détail. Je vais juste partager mon écran, étant donné qu'on a des jolis slides à vous montrer. Hop.
Dites-moi si c'est OK pour les slides directement dans le chat. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Est-ce que c'est bon pour toi, Louis? Tu vois les slides? Ouais, c'est bon, je vois tout. Ok, ça marche, super. Donc du coup, rapidement, concernant Society Kitchen, nous, notre mission, elle est assez simple. C'est de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. C'est une mission qui a été développée et comment dire, augmentée avec commencé à faire de la vente emportée. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire beaucoup d'acquisitions grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on le voit même en tant qu'utilisateur aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de restos qui font de l'acquisition sur Facebook et sur Instagram. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait? Grâce à une application, on génère automatiquement des publications. Donc, aujourd'hui sur Facebook et Instagram, comme je l'ai dit. Et ensuite, on va faire du ciblage personnalisé de votre clientèle. L'objectif, c'est que si vous avez un restaurant en rue de Rivoli, parce que je sais qu'il y a certaines personnes dans l'audience qui sont rue de Rivoli, on va vous chercher des clients qui seront dans le Marais, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième arrondissement, et des personnes qui vont être intéressées par le type de cuisine que vous allez proposer. On travaille sur 3 leviers. Le premier levier, tout simplement faire des belles vidéos et des belles photos. Je dis tout simplement, mais c'est pas si facile que ça en réalité. Ensuite, vous avez la gestion de contenu. L'objectif, c'est à chaque fois de publier les contenus au bon moment et au bon endroit sur la bonne plateforme. Et ensuite, donc l'acquisition de clientèle, qui est le troisième levier le plus important. L'objectif, c'est pas de faire des belles photos pour faire des belles photos, aller chercher des likes ou des commentaires, mais bien de générer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le troisième levier sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine. Le confinement et d'aller chercher des nouveaux clients sur Paris, en Strasbourg, à Nice, à Limoges. Et je pense que pour l'instant, c'est tout. Il y a quelques clients qui sont en cours, mais pour l'instant, on est sur donc, un peu moins d'une dizaine de villes en France. Et on travaille donc avec des restaurants qui sont indépendants ou alors des groupes un peu plus conséquents. Je te laisse la parole, Ludwig, et je ferai le modérateur. Si vous avez des questions qui viennent dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On pourra les envoyer à Ludwig pour que ce soit un peu plus interactif. Super, merci Douglas, c'était très clair. Écoute, tu peux passer si tu veux la petite slide. En fait, ouais, comme je le disais au début, l'idée de Pongo, c'est vraiment d'essayer de moderniser ce qui était en rapport avec le fichier client dans la restauration au début et après dans le commerce au sens plus large, pour en fait faire deux choses. La première, c'est de donner à tous les commerçants et à tous les restaurateurs la possibilité de se créer un fichier client très simplement et le plus fourni, le plus qualifié possible. En fait, le problème des cartes à tampons, comme je le disais, c'est qu'elles sont très bien pour fidéliser parce qu'on donne des points et des cadeaux, etc. On a très peu de données sur la clientèle, sur finalement qui est-elle la clientèle. Est-ce que c'est un homme de 35 ans qui habite en ville ou est-ce que c'est plutôt une femme de 24 ans qui habite en province? Je dis n'importe quoi. La carte à tampons, elle donne non plus pas de data sur les habitudes de consommation des clients. Donc, on peut rester dans la croyance et dire moi, je suis sûr que mes clients, ils préfèrent tel plat ou tel plat ou ils viennent pour ça. Mais en fait, il n'y a rien de mieux finalement que les chiffres pour finalement baquer la croyance et se mettre d'accord avec elle. Et en fait, l'idée, c'est de créer une expérience en magasin totalement sans friction. Pas d'application à télécharger, pas de carte à transporter. Avec juste un numéro de téléphone portable, les gens s'enregistrent en fait directement dans le programme de fidélité. Et à partir de là, en fait, c'est là où on va commencer à pouvoir faire du marketing au sens large. Donc, qualifier la base client, la relancer quand elle a envie d'être relancée et générer du CA, et rapporter donc du chiffre d'affaires au point de vente. Si tu peux passer la petite slide. Merci. Et l'idée, en fait, c'est qu'en fait, justement, chaque client, la relation que les commerçants ou les restaurateurs ils ont avec leurs clients quand c'est une relation physique, ils commencent à connaître certains prénoms, à reconnaître des habitués, etc. Mais en fait, ça, un humain, il peut le faire sur 10, 15, 20 personnes. Mais en fait, là, le pouvoir de la machine, c'est qu'en fait, quand vous avez 5000 personnes par mois, par trimestre, par an, ben en fait, nous, on va pouvoir avoir le prénom, le nom, les habitudes de consommation de tout le monde et pouvoir vous dire, ben voilà, telle personne, c'est un client VIP parce qu'elle vient très souvent, elle dépense beaucoup d'argent chez vous, donc il ne faut pas la perdre, il faut la chouchouter. Telle personne, c'est un nouveau client, il faut essayer de le faire revenir par tous les moyens pour régénérer du chiffre d'affaires et fidéliser. Cette personne-là, elle vient plus depuis 3 mois. Pourquoi?
qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut la relancer, etc., etc. Et donc, c'est créer, voilà, via la qualification de la base, créer des mécaniques marketing pour fidéliser et faire revenir les clients en point de vente. C'est un peu le principe du drive to store, ce qu'on appelle de driver des gens vers les points de vente. Yes, tu peux passer. Et ouais, donc en fait, in fine, une fois qu'on a constitué le fichier, on a qualifié la base, l'étape d'après, c'est vraiment de pouvoir en fait parler à ces gens, communiquer avec eux. Et notamment pendant le Covid, ça a été très important parce que les gens, on était tous en confinement, donc tous nos clients qui avaient des bases clients avec des emails, des numéros de téléphone, etc. Ils ont pu communiquer. Il y avait ceux qui ont dit restez chez vous, nous on ferme pendant 2 mois, ça sert à rien. Ceux qui ont dit non, mais nous on continue la livraison, on continue le click and collect, etc. Donc pensez à nous, supporter les petits commerçants de quartier, etc. Et donc voilà, communiquer avec ses clients. Quand la base elle est qualifiée et que les gens ont donné leur accord pour pouvoir communiquer avec eux, c'est pas du tout comme une intrusion. C'est vu comme au contraire, tiens, mon resto que je kiffe, il pense à moi, et donc c'est cool qu'il pense à moi. Et donc c'est comme ça qu'on communique directement via SMS, qui est le canal selon nous le plus rentable pour un point de vente. Un SMS aujourd'hui, c'est 95% d'ouverture dans les 3-4 premières minutes, quoi. Donc c'est énorme. C'est quoi les campagnes qui ont été lancées justement pendant le confinement? On travaille plus ou moins sur le même type de problématique qui est la communication, l'acquisition, la fidélisation. Vous, il y a eu, j'imagine, beaucoup de campagnes qui sont parties pendant la fermeture. Qu'est-ce qu'ont été ces différentes campagnes? C'est quoi les résultats que vous avez eus, les retours des clients que vous avez eus par rapport à ça? Bon, on a eu un peu tout. Par exemple, on a eu des campagnes de type on est fermé. Par exemple, je pense à des cafés coworking qui accueillent beaucoup de gens qui viennent travailler. C'était leur lieu de travail. Eux, ils ont profité de ça pour dire voilà, ne venez plus, on n'a plus le droit de vous accueillir pendant 1 mois et demi. Ça sert à rien que vous ayez de venir et que vous soyez frustrés devant la porte à 9h. Il y a eu ça. Donc les gens étaient assez contents de savoir que voilà, ils n'aient pas à se déplacer. On a eu des campagnes de réouverture où les gens en fait ont annoncé que ça y est, le restaurant était réouvert et donc tout le monde était très content de l'apprendre. Et on a eu aussi des campagnes de nouveaux services, de nouveaux moyens de consommer. Par exemple, le click and collect, où en fait les restaurateurs se sont servis de nos bases de données pour annoncer que maintenant les clients pouvaient consommer avec les gestes barrières. Et ça, c'est un double enjeu qui est positif. D'une part, que les gens sachent qu'on peut faire du click and collect, et de deux, récupérer de la donnée via ces outils-là, parce que les plateformes de livraison, malgré qu'elles apportent beaucoup de chiffre d'affaires certaines fois, elles ne rendent pas la donnée aux commerçants et aux restaurateurs. Et donc, très content les commerçants de pouvoir mettre en place des outils qui leur apportent un peu plus d'indépendance finalement. Okay. Donc là, voilà, on en parlait, c'est trois exemples finalement de campagnes SMS qu'on a eu pendant le Covid. Donc tu vois, à gauche, tu as Maxence de Persillé qui a lui annoncé très vite. En fait, Persillé, c'est un mix entre un restaurant et une boucherie. Donc il avait plus le droit d'accueillir des gens dans la partie restauration, mais il avait tout à fait le droit, vu que c'était un commerce qu'ils appellent ça de première nécessité, de laisser ouvert la boucherie. Et donc il a dit aux gens, si vous avez faim, ne nous oubliez pas, on est là, on est ouvert. Et on sera toujours là pour vous filer un peu de bonne viande. Tu avais Alexandre de chez Como qui en gros, lui, a vraiment bombardé sur la livraison et les plateformes. Donc, il a dit à tout le monde, moi, je peux livrer dans tout Paris. Donc, si vous avez faim et que vous avez envie de bien manger, commandez par chez moi. Et tu as Christophe du Spock. Alors, Christophe, il a une vingtaine ou une trentaine de restaurants maintenant. Et l'idée, c'était d'annoncer petit à petit les réouvertures. Les gens à Lille, ils n'ont pas réouvert en même temps qu'à Marseille, etc., etc. Et donc, c'était de pouvoir de piloter tous les restaurants et de toutes les enseignes en disant, voilà, nous, on a réouvert là, on a réouvert là, on a réouvert là. Et il a fait un petit calendrier comme ça des réouvertures et ça a plutôt bien marché parce que les gens ont répondu présent. Si on prend les Como Kitchen, parce qu'on les connaît et on sait que sur les réseaux sociaux, ils ont été super efficaces pendant le confinement sur la livraison, notamment, et sur la communication, le fait de réassurer les clients. Vous avez des chiffres, peut-être pas communiqués parce que c'est beaucoup, c'est pas forcément positif, mais vous avez eu des retours un peu plus poussés de ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné dans ce cas-là? Ouais, je prends l'exemple de Como Kitchen, il y a un truc où il a super bien joué le coup, notamment sur les réseaux sociaux pendant le confinement, c'est que lui, il s'est mis à livrer plus ou moins gratuitement les hôpitaux dans sa zone de chalandise.
Et en fait, il a communiqué à mort sur le fait qu'il était hyper solidaire, etc. Et je pense que ça a beaucoup plu, ça lui a servi, je pense, dans son image de marque et sa notoriété en tant que restaurateur solidaire, on va dire. Donc ça a plutôt bien marché. Et sur les campagnes SMS, tu vois, récemment à Bordeaux, je pense à un client qui s'appelle Haru Haru, qui a un restaurant fusion coréen super sympa. Lui, pareil, tu vois, l'enjeu, il a communiqué sur son click and collect. Et l'enjeu, c'était justement d'essayer de récupérer une partie de toute sa valeur qu'il avait donnée un peu à Deliveroo et Uber, parce qu'ils ont beaucoup fait de livraison pendant le confinement. Ouais. Essayer de récupérer une partie de cette valeur en faisant switcher les gens vers le click and collect. Et ça a super bien marché quand on a. Je vais pas donné les chiffres précis, mais lui, la phrase qu'il m'a dit après la campagne, c'était que c'était la première fois depuis qu'il avait lancé le click and collect que sur le week-end, son click and collect faisait mieux que ses plateformes de livraison. Ouais. Et donc voilà, ça pour le coup c'est cool, ça fait un peu plus d'indépendance et surtout de marge pour les restaurateurs parce qu'en fait t'as pas l'intermédiaire qui prend entre 20 et 30% de marge. Ouais, bien sûr. En fait, je réfléchis en même temps que tu parles, hein, mais la mission qu'on a chez Social Kitchen et que vous avez chez Pango, c'est la même, c'est de redonner l'indépendance aux restaurateurs en utilisant pas forcément on en a beaucoup parlé pendant les autres webinars, mais justement, et que chacun puisse récupérer sa donnée, puisse l'utiliser et l'exploiter un petit peu comme il veut. En moyenne, de votre côté, sur un client, on va dire, moyen, c'est combien de contacts qu'il peut espérer récupérer au bout de 6 mois, 1 an? Alors c'est un peu fluctuant, mais c'est parce que ça va dépendre en gros, ça dépend du flux qu'il y a dans le point de vente, mais en vrai, tu vois, genre on arrive à prouver, tu vois, que sur 5-6 mois, on a enrôlé quasiment 70-80% de la base client un peu régulière qui vient au resto. Et on a des clients, ça va, tu vois, par exemple, ça va entre 900 personnes dans le fichier client pour l'indépendant pur et dur. Ouais. Juste là, tu vois, genre, par exemple, on travaille avec Com, ils ont une quinzaine de restaurants. Je pense qu'en 6 mois, on a quasiment 45-50 000 personnes à la base, quoi. Donc, ça commence à faire des bases qui sont vachement bien structurées et des bases qui sont hyper avec prénom, habitude de consommation, etc., etc. Ok, c'est énorme. Ok, très bien. Est-ce que tu veux que je passe le slide? Et après, l'idée, en fait, justement, que je voulais partager, c'est aussi pour ça qu'on fait du SMS, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et Douglas, je pense que tu le sais mieux que moi, avec les réseaux sociaux, on passe toute notre journée, toute notre vie sur nos téléphones. Et en gros, je pense, toi, avec Social Kitchen, vous avez un rôle hyper important à jouer sur l'acquisition parce que finalement, le temps de cerveau qu'on donne à Instagram ou aux réseaux sociaux, toi, Social Kitchen, vous arrivez à capter ce temps de cerveau pour faire de l'acquisition. Et nous, en fait, avec le SMS, on essaye justement de faire ce qu'on appelle des reminders, de dire aux gens, les gars, on existe, on est ouvert, on a du collect, on a un nouveau menu, on a un nouveau produit à la carte. Et avec le SMS, l'email, en fait, je dis souvent que l'email et le SMS, il a les qualités de ses défauts. Ça veut dire et il coûte un peu d'argent, parce qu'on paye les SMS aujourd'hui quand ils sont professionnels, contrairement à l'email. La différence, c'est que l'email, quand tu vas avoir entre 10 et 30% d'ouverture et quasiment, je sais pas moi, 0,5, 1% de taux de retour, le SMS, tu as 95%, 97% de taux d'ouverture et entre 9 et 14% de taux de retour. Donc tout de suite, 14% de taux de retour sur une base même de 1000 personnes, ça fait du CA additionnel tout de suite, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le taux de retour pour les personnes qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément la définition? Le taux de retour, c'est la mesure qu'on prend quand on fait une campagne marketing, quelle qu'elle soit. Par exemple, j'envoie un email, je fais des flyers dans la rue, j'envoie un SMS, je fais une campagne sur les réseaux sociaux. Une base de 1000 personnes, 1000 personnes qui ont été touchées par ma campagne marketing, combien reviennent au point de vente le jour même, le lendemain ou la semaine qui suit la campagne. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de retour. Et finalement, de ce taux de retour, en découle un CA généré par cette campagne-là. Okay, donc, on arrive à traquer finalement le retour sur investissement de la campagne. La campagne m'a coûté, n'importe quoi, 10 €. Est-ce qu'elle m'a rapporté plus que 10 €? Donc, si c'est oui, c'est que c'est une victoire. Si c'est non, c'est que potentiellement, soit je me suis trompé dans le canal que j'ai utilisé, soit dans le message potentiellement.
comme nous, vous travaillez avec des indépendants et avec des structures un peu plus conséquentes, on a parlé de Spoke ou de Com, vous êtes plus en relation avec des gens qui ont l'habitude du marketing, des équipes marketing ou aussi avec les indépendants. Comment est-ce que vous adaptez et est-ce que ça peut pas faire peur justement à un restaurateur qui commence d'avoir justement toutes ces métriques, tous ces retours, tous ces chiffres? Comment vous gérez ça? Mais en fait, justement, nous, on est un peu la génération, tu sais, un peu la génération, la Freebox, où c'était tout était sans engagement, la génération Apple, où finalement, un enfant de 5 ans, il est capable de prendre un iPhone et d'aller sur YouTube tout seul. En fait, on essaie finalement au niveau de dépoussiérer ça et de faire en sorte que, même que tu sois indépendant avec un seul point de vente, ou comme Spock, ou même là, on a des réseaux qui ont entre 50 et 150 points de vente, et qui a une équipe marketing derrière, tu puisses en fait très simplement mettre en place des actions. Après, on a un deuxième, on va dire, on a un deuxième argument, c'est que contrairement aussi à beaucoup de solutions, on a des personnes en interne qui sont là pour s'occuper à 100%. D'accord, donc vous avez des personnes après en support pour faire tout ce qui est onboarding et qui accompagnent les clients dans les stratégies d'acquisition, enfin de fidélisation dans ce cas-là, qui sont là quasiment quotidiennement avec vos clients. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ah, on a perdu Ludwig. Est-ce que vous voyez Ludwig? Ah, il a été sorti. On va essayer de le réinviter. Ça ne devrait pas tarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, on lui préparera. Ah, est-ce que tu Tu nous m'entends? entends? C'est bon. Tu nous entends? Ouais, super. Ok, parfait. Donc, Trop bien. on en était là. Désolé pour le kick, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non. Je continue du coup ta présentation. Hop. Ouais. Et donc, en fait, l'idée de Pongo, merci Kevin, l'idée, c'est de dire finalement, les clients, ils sont différents. Certains vont privilégier, vont adorer le fait de communiquer directement avec eux par SMS. D'autres vont préférer une approche plus qualitative via les réseaux sociaux et Instagram. Et en fait, l'idée, c'est que Pongo puisse aussi vous aiguiller en disant, bah là, vous avez pas 3000 personnes dans la base, vous en avez 2500 qui adorent les SMS et 500 que vous devrez plutôt targeter via ils sont jeunes, etc., etc. Et on est finalement d'avoir, et c'est pour ça que tu disais par rapport à la difficulté, on a des gens en interne, ce que je disais, qui aident les restaurateurs et les commerçants à mettre en place ces stratégies. On ne les laisse pas dans la en disant voici un outil, démerdez-vous. On a des gens qui les aident à mettre en place ces stratégies aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, justement, c'est ce que tu disais, il y a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place. Il y a le SMS, il y a Instagram, il y a Facebook. Hier, on a fait un webinaire avec La Fourchette, qui est aussi une stratégie d'acquisition en soi. Comment, pour toi, le SMS, ça peut toucher tout le monde ou ça touche des gens en particulier? Comment est-ce que vous poussez ça de votre côté? Alors nous, on part du principe, en gros, on se dit que finalement, le SMS, déjà, on est obligé avec la RGPD maintenant de demander l'accord au client s'il a envie de recevoir les SMS du restaurant en question. Parce que potentiellement, via notre outil, le client a son numéro de téléphone. S'il n'a pas envie de recevoir de communication, son numéro restera juste son identifiant pour gagner des points dans son programme de fidélité. Si, mais on peut lui envoyer et à tout moment, de toute façon, il a le stop SMS traditionnel où il peut dire finalement, bah là, j'en ai un peu trop reçu, enlevez-moi de vos bases de données parce que j'ai déménagé et je pourrais plus venir dans votre restaurant. Et dans ce cas-là, vas-y, excuse-moi. Dans ce cas-là, on peut dire, nous, on le sort automatiquement de la base et il n'y a pas d'intrusion ou de problème avec la RGPD. Donc, le stop SMS, tout simplement, le client met stop SMS au numéro qui est indiqué lorsque vous envoyez des campagnes de SMS. Exactement. Et ça, le commerçant, entre guillemets, il a rien besoin de faire, tout est automatisé. On lui dit juste, bah voilà, sur de 3000 personnes, maintenant, tu n'en as plus que 2950 que tu peux toucher par SMS parce que tu en as eu 50 qui sont désinscrits, un peu pareil que dans une newsletter sur un mail, par exemple. Ouais. Et en plus de ça, ça donne une bonne indication justement de la qualité des messages qui vont être envoyés, le taux de désabonnement. Nous, on regarde sur les newsletters. Quand il y a un gros taux de désabonnement suite à une newsletter, ça nous donne des indications sur la qualité des contenus qui ont été envoyés et ça permet aussi de réajuster sa stratégie de contenu.
Exactement. Tu vois, j'imagine que pareil, sur toi, sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des campagnes qui vont mieux que d'autres. Ouais. Parce que grosso modo, c'était la bonne heure, la bonne cible, le bon moment, le bon contexte, etc. Et je pense que c'est un peu pareil pour tous les canaux finalement. Mailing, flyer, ou SMS ou Instagram. Je pense que l'idée de base, c'est de connaître sa clientèle finalement et se dire est-ce que j'ai une clientèle qui va préférer avoir des contenus plus traditionnels, le flyer, le petit prospectus dans la boîte aux lettres, ou une clientèle plus dynamique, plus jeune qui va pas s'émouvoir finalement d'avoir des stories sur Instagram, etc. Et une relation un peu plus moderne, on va dire, dans l'approche, quoi. On avait une question, nous, d'un de nos clients qui a été posée en amont, malheureusement, il ne peut pas participer. C'était, j'ai peur que les clients en aient marre de recevoir des messages ou des mails tout le temps. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Alors, ouais, c'est très bien. En fait c'est ce que j'expliquais au début. Notre système, il est fait pour être super ludique. Donc, en gros, quand on rentre quelqu'un dans la base, on lui demande toujours son avis, on demande est-ce que tu veux recevoir les SMS, etc. Et en plus, comme je te disais au début, on essaie de qualifier à mort cette base pour savoir finalement si cette personne-là serait apte à aimer l'application. Ce qui fait que, in fine, moi, tu vois, je prends un exemple toujours qui m'a marqué un jour. J'ai pas le permis de conduire. Et un jour, j'ai reçu un SMS de Seat. Ils voulaient me vendre une Seat Ibiza. En fait, en gros, moi, je suis client, enfin, je suis un kidam chez moi. Je reçois pas comme une intrusion. J'ai pas de permis, je sais pas comment ils ont eu mon numéro, j'ai jamais donné mon accord, etc. Et là, je vois ça vraiment comme une intrusion. À l'inverse, je vais dans un restaurant, je vais dans un commerce, je mets mon numéro dans une tablette, j'ai donné mon accord pour recevoir les communications, etc., etc. Pas une, bah, je vais plutôt avoir le côté ah super, ils ont pensé à moi, plutôt que ah, comment ils ont eu mon numéro. Et deuxième exemple que je prends souvent, c'est qu'en fait, avec les indépendants ou les réseaux de franchisés, où finalement, un franchisé, même si derrière, ça reste un indépendant qui a une grosse marque derrière lui. Quand le mec à Limoges est dans son restaurant ou dans son indépendant, et en fait, les clients, ils ont une relation indépendant ou avec les franchisés qui n'est pas du tout la même qu'avec la Fnac, avec Amazon ou avec ce genre de gros acteurs qui potentiellement peut les spammer, quoi. Quand tu as un indépendant qui t'envoie un texto pour te dire, par exemple, je prends l'exemple d'un caviste, il t'envoie un SMS en disant salut Douglas, j'ai ta caisse de vin rouge que tu adores et tout, elle est arrivée, j'ai du réassort. Bah, toi, tu prends ça en mode, mais trop stylé, je vais aller me fournir parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Tu vois, il y a ce rapport à la communication qui est différent. Ouais, ok, top. Du coup, je te laisse enchaîner. Yes, en fait, en gros, on fait toujours une dernière slide où finalement, si les gens du webinaire, vous avez encore des questions, vous avez envie de tester même la solution, n'hésitez pas sur le site internet à demander une démo. Et de toute façon, nous, on fait une petite offre en ce moment avec Social Club. On vous offre la première campagne pour vous montrer un petit peu le pouvoir des campagnes SMS et le retour sur investissement qui est positif. Donc, c'était juste ça. Et après, il y a un petit clin d'œil avec un téléphone un peu ancien, dans le sens où voilà, les clients n'ont pas un iPhone 10 ou 11 pour recevoir un texto, ce qui fait que la solution est vraiment universelle. On touche tout le monde et on a un retour sur investissement qui touche tout le monde. Voilà. Comment est-ce que, déjà, c'est très cool pour toutes les personnes qui vont suivre le webinaire. Comment est-ce que vous avez modifié ou non d'ailleurs votre offre suite aux dernières semaines et comment est-ce que vous envisagez l'avenir à partir de la rentrée de septembre? On était, comme tu vois, je pense tous les acteurs liés à la restauration et comme tous les restaurateurs, on était dans le même bateau pendant le Covid. Et on a essayé en fait à notre niveau d'aider tous nos. En fait, on a eu focus client. On a aidé tous nos clients à trouver des solutions. Nous, on n'est pas des restaurateurs, mais on est des techniques, on est des techniciens, on va dire, des marketeurs. Et donc, à notre niveau, on a essayé d'apporter des solutions. Donc, par exemple, en week-end, on a sorti le menu QR code totalement gratuitement pour aider en fait nos clients à avoir un menu qui correspond avec les gestes barrières. On a fait aussi, tu vois, une solution pour rediriger les appels vers le site internet et le click and collect. On a essayé d'apporter des solutions. Et là, maintenant, vu que l'opération, ça reprend bien, je pense que ça a été compliqué. Et là, ça remonte toutes les semaines, on va dire, à un rythme normal. Et bien, on a aussi notre marche en avant de sortir des nouvelles fonctionnalités pour que les restaurateurs, en fait, tirent de la valeur de notre solution.
D'accord, ok, super. Très bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat afin qu'on puisse y répondre. Dans tous les cas, le webinar sera diffusé en replay, donc toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir un mail. Je vais arrêter de partager mon écran. Toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir un mail avec le lien. Nous, il sera aussi de cette envoyer à Congo si vous voulez communiquer dessus, le mettre dans votre base également, c'est tout à fait possible. En ce qui concerne du coup les états généraux pour cette semaine, c'était le dernier cette semaine. La semaine prochaine, par contre, on se retrouve avec des problématiques qui seront un peu plus opérationnelles. On a 3 partenaires de choix. On a Tiller sur la centralisation des données. Donc encore une fois, c'est dans la prolongation de ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on fait justement pour utiliser les données et s'en servir? Donc on a Tiller qui nous éclairera dessus. On a Delivrect qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois sur la livraison, avec une problématique qui est assez simple. Comment bien choisir son partenaire de livraison? Pour ceux qui connaissent pas Delivrect, c'est une solution qui permet, enfin je leur laisserai présenter mieux que moi, mais c'est une solution qui permet justement de centraliser toutes vos commandes en livraison. Et ensuite, on a Choco sur la problématique des échanges fournisseurs. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier tout ça? On sait qu'on a encore beaucoup de restaurateurs, beaucoup de clients qui échangent avec leurs fournisseurs par fax, par mail, par texto. Et l'objectif, c'est de centraliser tout ça afin de gagner du temps. Donc, on a Choco qui parlera de tout ça. Et je pense que ça va être super intéressant. Merci beaucoup, Ludovic, pour ton intervention sur la fidélisation. Merci à toi pour l'invitation. C'était super cool. Comme je vous l'ai dit, tout le monde reçoit le replay. Et puis, si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Il y a Séverine qui a mis le lien du site, j'ai vu, epongo.com dans le chat pour toutes les demandes de démo. Et puis pour nous, socialkitchen.fr, on a aussi une petite question, Camille qui est à côté de moi, qui gère justement toute l'organisation. Encore une fois, merci Camille d'être là, qui me pose une petite question par rapport à l'horaire des webinaires. Est-ce que vous préférez 15h ou 16h? Donnez-nous aussi vos réponses au sondage. On sait qu'à 15h, ça peut être parfois un peu court pour certains restaurateurs. Donc dites-le nous et puis on adaptera en fonction de vos envies. Super. Donc, et merci Camille aussi pour l'engagement. Ouais, merci beaucoup Camille qui est toujours à côté de moi, qui est encore une fois ne dort pas beaucoup. Merci à tous, merci d'avoir participé et à très bientôt. Salut.